Cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, la TICAD 9, conférence internationale réunissant l'Afrique et le Japon pour renforcer la coopération et promouvoir un développement durable, a officiellement débuté hier 20 août à Yokohama au Japon. La délégation malagasy conduite par le Premier ministre Christian Tshai y participe activement, portant la voix de Madagascar et présentant les projets de développement formulés par le président de la République Andry Rajoelina afin de partager les priorités nationales et de les soumettre aux potentiels investisseurs. Pour plus de détails. Au cours de la première journée, le Premier ministre Tshai Christian a enchaîné les rencontres diplomatiques et économiques avec des hauts responsables japonais. Il a notamment rencontré le président de la JETRO, Japan External Trade Organization, Ishiguro Norihiko, pour discuter des opportunités d'investissement à Madagascar, notamment dans le secteur de l'industrie, de l'agriculture et de l'énergie. Une session de travail a également été organisée avec le président de la JICA, Tanaka Akihiko, centrée sur l'extension du port de Tuamasin et d'autres projets stratégiques tels que le développement des énergies renouvelables, l'amélioration du secteur agricole et la formation professionnelle visant à soutenir les jeunes et les femmes malagasy. Par ailleurs, la rencontre avec le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru a permis de réaffirmer le soutien du Japon aux projets prioritaires de Madagascar, en particulier dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures. Aujourd'hui, 21 août, lors de la deuxième journée, le Premier ministre Tshai Christian a pris la parole lors de la session économique de la TICAD 9. Il a remercié les partenaires pour leur soutien et leur coopération et a souligné que cette conférence représente un espoir considérable pour renforcer la coopération stratégique nippo-malagasy. Le Premier ministre a insisté sur l'importance du développement de plusieurs secteurs clés pour Madagascar dans l'industrie, la transformation des produits, les énergies renouvelables, le port, les infrastructures et les compétences technologiques. Il a également rappelé que la formation et l'emploi des jeunes et des femmes demeurent des priorités essentielles, moteurs du développement du pays. Et Madagascar progresse vers l'autosuffisance alimentaire. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter le rendement, mais également de diffuser des semences de haute qualité. D'ailleurs, l'un des principaux thèmes du sommet de la SADC, organisé récemment, a été l'amélioration du système de production. Aujourd'hui, plus de 300 cultivateurs de la commune de Sabutsnamean ont bénéficié d'un tronc agricole de la part du secrétaire d'État chargé de la souveraineté alimentaire. Alors que la production traditionnelle de riz était de 2,5 à 3 tonnes par hectare, avec le riz hybride, le rendement peut désormais atteindre 8 à 12 tonnes par hectare. 320 agriculteurs de la commune de Sabutsnamean ont ainsi bénéficié ce jour de 48,7 tonnes d'engrais et de 1,8 tonnes de semences de riz hybride, un signe de soutien et d'encouragement pour leur permettre d'augmenter leur production et d'améliorer leur niveau de vie. Avec le riz hybride, un agriculteur peut espérer un revenu pouvant atteindre 5 millions d'ariars par hectare, rappelle Taïnia Vurazanamaev, secrétaire d'État chargée de la souveraineté alimentaire. L'objectif est, selon elle, que Madagascar redevienne un leader en production, notamment en riz, dans l'océan Indien et plus largement en Afrique. Toujours dans ce contexte, la qualité de riz produit dans les communes périphériques influence directement le prix du riz à Antananarive. Selon les maires des communes rurales avoisinantes, chaque année, ils rencontrent cependant des difficultés d'irrigation. Des travaux de rénovation ont donc été entrepris sur le barrage d'Antsapanan qui irrigue les rizières de 4 communes, à savoir Ambuchimanzak, Fiumbunan, Akademang et Ambujapetu. Les détails avec Radramananzatouf et Kevin Ravoniarsan. Le barrage d'Antsapanan irrigue 2400 hectares de rizières répartis sur 4 communes, Ambuchimanzak, Fiumbunan, Akademang et Ambujapetu. Chaque année,
Les crues causent des dégâts à ce barrage, affectant directement la production rizicole des communes environnantes. Ces 4 communes coopèrent pour la rénovation annuelle du barrage afin de protéger les rizières et soutenir les agriculteurs. Aujourd'hui, les travaux ont commencé afin d'assurer l'irrigation des rizières pour cette saison agricole. Les maires et les agriculteurs voisins souhaitent trouver une solution durable pour éviter les problèmes récurrents liés au barrage. Le maire d'Académang a indiqué qu'une concertation a déjà eu lieu avec la région d'Analamang et que la rénovation complète du barrage débutera l'année prochaine pour apporter une solution durable. Concernant l'affaire Ambouimalaz, la mère de Numban a également été hospitalisée. Toutefois, il ne s'agit pas d'un empoisonnement alimentaire comme celui qui a coûté la vie à ses enfants, mais à des harcèlements et des intimidations exercées par Fanirsou Ernaev qui auraient entraîné la détérioration de son état de santé. L'État prend en charge son traitement ainsi que celui des 7 autres personnes encore hospitalisées à ce jour. Judikel Ranjanirin. Dans l'affaire d'Ambouimalaz, 7 personnes restent actuellement hospitalisées. 6 d'entre elles ont été victimes d'empoisonnement survenu lors de la célébration d'un anniversaire. La 7e, qui n'est autre que la mère de Numban, quant à elle, présente un cas particulier. Il ne s'agit pas d'un empoisonnement alimentaire. En effet, cette mère de famille fait partie des familles endeuillées reçues par le président Andrzej Nayavlu le 13 août dernier. Depuis ce jour, elle a été la cible de diverses pressions, subissant appels et menaces provenant de personnes identifiées comme opposantes au régime, parmi lesquelles Fanirsou Ernaev, qui a été directement mentionnée. Ces attaques mêlent injustement critiques politiques et vie privée, portant atteinte au respect des défunts et à la considération due aux familles touchées. Le président Andrzej n'a rappelé qu'aucune personne ne souhaite la souffrance et qu'il reste aux côtés des familles avec le soutien de l'État, apportant un réconfort réel aux personnes concernées. Malgré cela, la mère de Numban a été accusée par certains détracteurs d'avoir monnayé la vie de ses enfants, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé et son hospitalisation. L'État a pris en charge l'intégralité de ses soins médicaux. Les 6 autres victimes continuent également leur traitement et ont toutes été transférées à l'Institut médical de Madagascar afin d'assurer un suivi optimal, incluant un soutien psychologique adapté. Dans un tout autre sujet, un atout majeur pour l'administration douanière, l'utilisation de l'intelligence artificielle permet de réduire considérablement le temps consacré au dédouanement des marchandises et surtout de limiter les fraudes déclaratives au sein de la douane. Toutefois, son utilisation nécessite un encadrement afin de ne pas compromettre la souveraineté dans la gestion des données. Détails sur les images de Fantasena Mireille. 750 déclarations douanières sont enregistrées chaque jour à Madagascar. Celles-ci contiennent les informations sur les marchandises importées ou exportées, les importateurs ou exportateurs, ainsi que les documents justificatifs. Toutes ces données doivent être regroupées dans un seul espace, le Data Warehouse, où l'intelligence artificielle est aujourd'hui exploitée par la douane. L'administration douanière est ainsi la première institution publique à avoir recours à l'intelligence artificielle. Depuis son adoption, le processus de dédouanement est devenu plus rapide. La détection des fausses déclarations s'est également améliorée grâce à l'intelligence artificielle. Le taux de confirmation des cas suspects a progressé de 50%, explique le directeur général de la douane, Linkan Zafana Ernest. Il est cependant indispensable d'encadrer l'usage de l'intelligence artificielle afin de protéger la souveraineté des données. Si cette maîtrise n'est pas assurée, c'est l'économie nationale elle-même qui risque d'être fragilisée. Une conférence suivie d'un débat a été organisée ce jour par l'administration douanière à Ankatsu. Étudiants, enseignants, chercheurs et experts en numérique y ont été conviés. Le thème abordé était « Souveraineté des données et IA ». Enjeux et perspectives.
Et puis, la mise en place du TPC est une fierté pour Madagascar, a déclaré le président Andradouel lors du Conseil des ministres d'hier. Une société sera créée pour gérer ce nouveau mode de transport avec une participation de l'État malagasy dans son capital. Par ailleurs, plusieurs décisions ont été prises au Conseil des ministres pour améliorer le secteur de l'éducation ainsi que la Jirama. Les détails avec Jean-Claude Ndjamalal. L'accueil par Madagascar du 45e sommet de la SADC a été considéré comme l'un des meilleurs en Afrique en matière d'organisation de rencontres internationales. Selon le président de la République, notre pays n'a pas démérité face aux invités. L'organisation a impressionné les délégations étrangères et le président de l'Afrique du Sud a souligné que Madagascar est un pays modèle pour sa capacité à diriger et à rassembler les pays membres de la SADC. C'est une première dans l'histoire de Madagascar qu'un président malagasy assure la présidence de la SADC en 20 ans d'existence de l'organisation. Cela traduit, selon le président Andradouel, la confiance accordée par les pays membres. Malgré les critiques de certains opposants, il a affirmé qu'il ne reculera pas car ses responsabilités servent les intérêts du pays. Le président a ajouté que Madagascar poursuivra sa marche vers le développement. Outre le téléphérique, de nombreuses infrastructures déjà réalisées constituent la fierté de la nation. Par ailleurs, le secteur de l'éducation a bénéficié d'une attention particulière. Ont été prouvées l'aide destinée à soutenir les cantines scolaires, la dotation en équipement pédagogique pour les établissements sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, ainsi que le budget alloué à la caisse école et à la caisse de soutien pour ces établissements. Concernant la Jirama, le programme axé sur les résultats a également été validé, permettant à Madagascar de bénéficier d'un financement de 100 millions de dollars de la Banque mondiale pour améliorer les performances de la société. Telles ont été les principales décisions prises lors du Conseil des ministres d'hier, en plus de la nomination de hauts responsables de l'administration publique. Les préparatifs de la conférence de solidarité du personnel de santé de Madagascar ou SPSM, prévue à Tuamasin les 29, 30, 31 août, sont réalisés à 95%. Cette troisième édition sera marquée par l'augmentation du nombre de disciplines sportives au programme. Des activités intitulées « Sourire partagé » seront également organisées au profit du personnel de santé. Le point avec Ratraman Zatouf. La troisième édition de la conférence des personnels de santé regroupés au sein de la SPSM, Solidarité du personnel de santé de Madagascar, se tiendra les 29, 30 et 31 août prochains à Tuamasin. Des professionnels de santé venant des 23 régions de l'île prendront part à cet événement. À quelques jours de la rencontre, les préparatifs sont achevés à 95%, qu'il s'agisse de l'accueil des participants ou des infrastructures destinées aux différentes compétitions. Le renforcement du volet sportif démarquera cette édition. Il y aura également des activités culturelles selon le Bureau national de la SPSM. Parallèlement à cette grande rencontre des personnels de santé à Tuamasin, des dispositions ont été prises pour assurer la continuité des services dans les centres et structures sanitaires du pays. Côté sport, l'équipe nationale féminine de volley des moins de 16 ans s'envolera ce soir pour la Tunisie afin de participer au championnat d'Afrique. Elles donneront le meilleur d'elles-mêmes pour défendre l'honneur national et lancent un appel à tous les Malagasy sans exception pour les soutenir. Félana Rakoutoir Soul sur les images de Kevin Ravoniarsan. La délégation malagasy s'envolera ce soir pour défendre les couleurs nationales lors du championnat d'Afrique de volley féminin des moins de 16 ans qui se tiendra en Tunisie du 22 au 30 août. Le ministère de la Jeunesse et des Sports leur a donné ce jour sa bénédiction ainsi qu'un soutien matériel lors d'une cérémonie organisée au Palais de la Culture et des Sports de Mamassen. Ce fut également l'occasion pour le ministre de réaffirmer que l'accompagnement des athlètes, toutes disciplines confondues, s'inscrit dans la politique générale de l'État, centrée sur la valorisation du capital humain. Madagascar évoluera dans le même groupe que la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et l'Égypte lors de ce championnat d'Afrique de volley.
Bien que dans le même groupe de ces nations réputées fortes, la sélection malagasy a confirmé sa détermination à défendre les couleurs nationales. La participation de Madagascar à cette compétition revêt une importance particulière car elle offre l'opportunité de décrocher un ticket qualificatif pour le championnat du monde féminin U17 prévu en 2026. On enchaîne avec les actualités internationales. L'armée russe a mené une attaque aérienne massive sur l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi et qui a fait un mort à Lviv dans l'ouest du pays et a endommagé une usine d'un fabricant américain de produits électroniques, rapportent les autorités locales. France 24. Il était 4 heures du matin. Il y a eu la première explosion. Ma femme s'est réveillée et a dit « Ça doit être un accident ». Mais je lui ai dit « Ce n'est pas un accident, c'est une catastrophe ». Je suis allé voir mes petits-enfants. Et environ 10 minutes plus tard, un autre missile a volé par ici. L'explosion était très forte. Maintenant, je ne peux qu'imaginer ce que c'était à Kiev pendant les bombardements. Bonjour Emmanuel Chaz, on vous retrouve en direct de Kiev. Les civils, on le voit, ne sont toujours pas épargnés. La nuit a été très mouvementée donc. La nuit a été extrêmement mouvementée. Effectivement, on a eu ici plusieurs fois, on a pu entendre la défense antiaérienne à l'œuvre dans la capitale ukrainienne, pas en plein centre, mais dans la périphérie de la ville. Et la capitale a été relativement épargnée si on compare avec ce qui s'est passé dans l'ouest du pays. On a entendu l'un des témoins de ces bombardements. Ils ont eu lieu notamment dans la ville de Mukachevo. C'est une petite ville de la région des Carpates. Une entreprise américaine y a été touchée, a précisé Volodymyr Zelensky, une entreprise civile, un investissement américain, dit le président américain. Dans la ville de Lviv, ce sont plusieurs bâtiments résidentiels qui ont été endommagés. Une personne est morte, plusieurs ont été blessés, d'autres blessés également dans la ville de Zaporijia. Et le président américain, on sent vraiment qu'il est vraiment une fois de plus choqué par ces attaques. Il dit, je le cite, il semble que la communauté internationale ne fasse aucun effort pour mettre fin à cette guerre. Une réponse est nécessaire. Il avertit également, les Russes ont mené cette frappe comme si de rien n'était. On sent vraiment de l'exaspération parce que ça fait plusieurs jours que les tractations diplomatiques vont bon train. Notamment, il y a beaucoup de spéculations sur une possible rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, sauf qu'ici sur le terrain, on voit rien ne change pour les civils. La nuit dernière, ça a été un nouveau record dans le nombre de drones et de missiles qui ont été lancés. 574 drones, 40 missiles ont été lancés sur l'ensemble du territoire, même si la majorité d'entre eux ont été arrêtés par la défense antiaérienne ukrainienne. Les dégâts sont tout de même considérables. Il y a des victimes et le traumatisme, évidemment, il est toujours là pour les Ukrainiens. Le président Zelensky, Emmanuel, qui évoque également une potentielle nouvelle offensive russe dans la région de Zaporijia. Absolument. Il a averti également, Volodymyr Zelensky, qu'il y a un amassement de troupes russes, donc comme si les Russes se préparaient une nouvelle fois à passer à l'offensive dans la région de Zaporijia. On voit vraiment un Moscou qui met la pression vraiment maximale sur Kiev, non seulement à Zaporijia, mais aussi dans la région de Donetsk, avec des poches de combat qui sont extrêmement actives autour de Kostiantynivka, toujours où hier des missiles ont tué 3 personnes, mais aussi de Dobropilia, où il reste encore des centaines de personnes à évacuer. Donc on voit que la situation le long de la ligne de front ne présage absolument pas d'un cessez-le-feu, un cessez-le-feu dont il n'est d'ailleurs, semble-t-il, plus question sur les agendas américains et russes, du moins, alors que, encore une fois, ce sont les Ukrainiens sur le terrain qui pâtissent de ces frappes russes qui ne diminuent absolument pas. L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza où ses troupes ont lancé de premières opérations et poursuivi leur bombardement avec l'objectif de prendre, selon elle, ce dernier grand bastion du Hamas dans le territoire palestinien. France 24. Des soldats en action dans la bande de Gaza, voilà ce que veut montrer l'armée israélienne à travers ces images. L'état-major l'assure, la conquête de la principale ville du territoire palestinien est déjà en cours de préparation. Nous n'attendons pas. Nous avons commencé des opérations préliminaires pour l'attaque contre la ville de Gaza.
Nos forces sont en périphérie de la ville. Mercredi, le plan d'occupation de Benyamin Netanyahou a reçu l'approbation d'Israël Katz. Le ministre de la Défense a ordonné le rappel de 60 000 réservistes pour le mener à bien. D'après la radio militaire, l'armée se prépare à une opération prolongée qui devrait continuer jusqu'en 2026. Sur place, plusieurs quartiers de la ville subissent d'intenses bombardements, poussant de nombreux habitants à fuir. Vers 2 h du matin, nous avons été réveillés par une frappe aérienne israélienne qui a touché 3 étages. La plupart des victimes étaient des enfants. Des frappes qui interviennent alors que la réponse d'Israël à une énième proposition de trêve se fait toujours attendre. Lundi, le Hamas a accepté un cessez-le-feu de 60 jours et la libération d'une partie des otages israéliens qu'il détient depuis bientôt 2 ans. Pour le mouvement islamiste, les derniers événements montrent le mépris flagrant d'Israël pour les efforts des médiateurs égyptiens et qataris. Pour terminer, la traque du groupe État islamique en Somalie est semée d'embûches et de dangers. L'armée somalienne a permis à des journalistes d'embarquer avec eux sur le terrain. Leurs images révèlent que le groupe terroriste est toujours actif. France 24. Un jeu mortel du chat et de la souris a conduit ces soldats somaliens au cœur des montagnes de la région du Puntland. Se battant contre un terrain accidenté et des routes piégées, ces troupes sont à la chasse au groupe État islamique. Le plus grand quartier général du groupe État islamique se trouve ici, dans ces montagnes. Je pense que la plupart des gens dans le monde ignorent que nous luttons ici contre le terrorisme international. Le groupe État islamique étend ses opérations dans le nord de la Somalie en se cachant dans les grottes. Les combats sont menés par les forces de la région semi-autonome du Puntland. Des centaines de victimes ont déjà été signalées, leurs patrouilles étant vulnérables aux embuscades et aux bombes dissimulées. Cette fois-ci, l'unité met la main sur un réseau de grottes et de bunkers. À l'intérieur, ils découvrent un arsenal impressionnant, notamment une fabrique de bombes, de drones et des ceintures explosives. Ils trouvent aussi des appareils médicaux sophistiqués, ainsi que des preuves de coopération avec les rebelles houthis. Je suis convaincu qu'il existe, dans une certaine mesure, une coopération entre les deux. Nous avons trouvé des lettres qui indiquent qu'il y a une correspondance entre le groupe État islamique et les Houthis. L'ONG Crisis Group estime aujourd'hui à plusieurs centaines le nombre de combattants du groupe État islamique, principalement dans la région de Bari, au Puntland. Alors que la menace terroriste grandit dans l'ombre des cavernes, l'armée somalienne est confrontée à une bataille difficile. Et c'est ce qui a mis un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir.